Alors, en ce qui concerne le dispositif réglementaire européen qui a été lancé en 2018, qui était complètement lié au Green Deal, à l'heure actuelle, il reste des bouts auxquels plus personne ne comprend rien. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait changé le moteur d'un avion en plein vol. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a un processus qui consiste à remettre en cause ce qui était en train de se déployer en Europe, qui avait été transposé par une douzaine de pays, mais pas les autres. Donc on a une confusion totale selon que les pays aient transposé ou non la première directive, selon la taille des entreprises. Et donc ce qui est très grave en fait aujourd'hui, c'est que toute l'impulsion venue de l'Europe entre 2018 et 2020, qui était de faire du modèle européen un modèle durable, respectueux de l'environnement, respectueux de l'humain, et qui en faisait un avantage de compétitivité, aujourd'hui on n'y comprend plus rien, et surtout le message essentiel est perdu, c'est-à-dire que la transformation durable, elle permet à la fois d'éviter des risques qui coûtent de plus en plus cher, et évidemment d'adapter son business model à des situations qui deviennent de plus en plus compliquées, que ce soit en termes d'eau, d'énergie, d'approvisionnement en matières premières. Donc c'était utile. Et là, ça devient une usine à gaz auquel plus personne ne comprend rien. Alors, depuis une vingtaine d'années, on avait ce qu'on pourrait appeler un big data de données ESG. C'est-à-dire que les entreprises, sur une base volontaire, ont en fait publié énormément de données ESG, surtout les grandes, au niveau européen, global, etc. Sauf que ces données ESG n'étant pas forcément pertinentes, pas forcément fiables parce que pas vérifiées, et encore moins toujours pertinentes parce qu'elles portaient vraiment sur le cœur business de l'entreprise, on a quelque chose qui n'est absolument pas comparable, permettant réellement de mesurer quelle entreprise est plus avancée sur la transition que l'autre, quelle entreprise est en risque ou pas. Donc aujourd'hui, l'objectif initial de la fameuse CSRD, c'était vraiment de standardiser ou de normaliser la donnée ESG pour qu'on puisse à la fois que les entreprises sachent où elles en sont par rapport à leurs concurrentes, mais aussi que les investisseurs puissent faire des choix en toute connaissance de cause, s'ils veulent investir dans des entreprises en transition ou s'ils veulent les alerter par l'engagement actionnarial sur le fait qu'elles doivent faire une transition. Donc tout ça aujourd'hui est entre parenthèses, d'abord parce que le champ, le plan initial de la CSRD, c'était bien de s'appliquer à ce qui est vraiment le tissu économique européen, c'est-à-dire des ETI et des ETI. Et en fait là, on est à nouveau reparti pour que les grandes entreprises cotées, qui sont aujourd'hui des multinationales, donc qui n'ont pas forcément cet enjeu européen, et on est en train de passer à côté de ce qui faisait l'essentiel de l'industrie et de l'activité européenne. Donc ça, c'est un premier problème très inquiétant. Le deuxième, c'est qu'effectivement, ce qui est absolument sidérant, c'est qu'il y a une telle mobilisation pour essayer de détruire une directive qui, somme toute, est peu contraignante. Donc en fait, ce qu'il faudrait, dans un monde idéal, c'est que dans quelques mois, il reste clairement au moins la forte incitation pour les entreprises à faire ce qu'on appelle une analyse de double matérialité, c'est-à-dire une analyse des impacts économiques, environnementaux et sociaux de son activité sur l'environnement, la nature et les humains, mais aussi comment les transformations de cet environnement, qu'il soit humain ou naturel, va avoir sur son business model. Donc si elle fait ça, ça lui permet d'analyser ses risques et de mettre en place la stratégie qui va bien et du coup des plans de transition qui permettront aux investisseurs de s'y retrouver. Théoriquement, c'est ça le futur de l'analyse ESG. Il est en train d'émerger et il faudrait déjà casser un premier cliché qui est faire la transformation durable, ça ne veut pas dire décarboner. La décarbonation est un élément, mais un élément parmi un tout beaucoup plus complexe et il faudrait remettre au goût du jour l'analyse écosystémique qui, pour les analystes financiers, s'appelle de l'analyse fondamentale de ce qu'est une entreprise à la fois sur un plan humain, sur un plan trésorerie, sur un plan portefeuille produit, sur un plan innovation. C'est finalement ça l'analyse ESG. Regardez en profondeur comment et sur quelle base l'entreprise crée de la valeur. Alors, ce qui est assez étonnant dans la situation actuelle, c'est qu'en fait, au moment où on parle partout backlash ESG, où on a l'impression que Trump a gelé toute démarche environnementale partout dans le monde, eh bien en fait c'est le moment où ça devient extrêmement urgent de prendre en compte ce type de considération parce que énormément de modèles économiques, alors le plus visible c'est par exemple celui de la voiture, qui est en fait un modèle qui est à bout de souffle puisqu'il a basé son évolution sur le fait que les consommateurs allaient passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Mais le secteur automobile n'a pas remis en cause un fondamental qui est les gens vont acheter des voitures.
Or, effectivement, ce qu'on appelle la mobilité durable est une disruption profonde par rapport au modèle qui consiste à acheter une voiture. Bon, il est clair qu'au nombre de populations qu'on a, même si on prend que les plus riches par rapport sur toute la planète, si chacun achète une voiture, c'est pas vivable. Donc, il y a d'ailleurs beaucoup d'endroits où ce n'est pas vivable d'avoir une voiture parce qu'on ne peut pas circuler. Et donc, petit à petit, on met en place d'autres types de modèles et sur lesquels les constructeurs auto ne se sont pas positionnés. Et donc, ils ont mis beaucoup d'argent sur le passage du thermique à l'électrique. Ils se sont fait disrupter par les Chinois qui ont beaucoup plus vite mis des modèles beaucoup plus accessibles. Et aujourd'hui, on a des parkings entiers qui sont pleins de modèles que les gens n'achètent plus. Et donc, ce qui est intéressant avec la métaphore du secteur automobile, c'est qu'elle arrive dans beaucoup de secteurs. Elle arrive dans le secteur textile, elle arrive dans le secteur, dans un certain nombre de secteurs, du tourisme par exemple, etc., etc., qui fait que ce qu'amène l'analyse ESG et la transformation durable, c'est l'anticipation sur des transformations absolument radicales de modèles économiques qui, si on ne s'y prépare pas à temps, sont synonymes de catastrophe et de faillite. Et c'est pour ça que les investisseurs se basent sur l'analyse ESG. Et donc, il y a plein de signaux qui sont en train de monter depuis le printemps 2025 qui montrent que, bien évidemment, après le brouhaha et le chaos lancé par Trump, beaucoup d'entreprises, y compris américaines, campent sur leur base et disent non, non, nous, on continue cette stratégie et cette transformation parce qu'elle est indispensable à notre modèle économique.